Donc, ouais, ce que je disais, c'est retrouver la clé de correspondance entre la facture et le temps produit. Oui. Ce que vous disiez, hein, le forfait, ça peut être un peu oppressant parce qu'on ne sait jamais si on est dedans et quand on en sort, on n'a à peu près aucun moyen de l'aménager. Les conseils que l'on donne, nous, c'est d'avoir plusieurs modèles de facturation. D'accord? Les 3 standards existants de facturation, le temps passé, le résultat ou le forfait. Les 3 sont intéressants. Ça va dépendre du dossier, ça va dépendre du client et ça va dépendre de ce que vous espérez en termes de rentabilité. Mais en tant que tel, les 3 sont bien. Par contre, ce qui n'est pas fait, et vous allez voir que c'est rigolo pour des producteurs de droit, bizarrement, il y a un seul type de convention d'honoraires la plupart du temps, qui couvre les 3 possibilités. Ce qui en fait donc un espèce de parpaing de 25 pages que personne ne lit, sur lesquels personne n'est à l'aise. Parce qu'on a essayé de prévoir un truc qui fait le couteau suisse de la convention d'honoraires, qui fait tout, qui prévoit tout, comme si on est sûr que tout est clair. Parce que c'est tellement clair pour celui qui l'a écrit qu'il n'y a plus que lui qui le comprend. Donc le but du jeu, c'est de revenir à un truc où on va réfléchir dans le sens. Avant de se présenter au client, il faut déjà qu'on soit propre et qu'on soit organisé au plus simple. Donc, avant de dire je le fais au forfait ou autre chose, c'est quel dossier? Je vais le facturer comment? Est-ce que je connais ce client-là ou pas? Et comment je vais le facturer en fonction du fait justement que je sois un particulier, un professionnel, quelqu'un qui paye l'ISF ou pas? Je vais juste faire de l'optimisation fiscale légère. Est-ce que selon les capacités qu'il a, l'habitude qu'il a de travailler avec des avocats, parce que c'est une recommandation, parce que c'est etc., comment je vais bosser avec lui? Déjà en production, je vais faire quoi? Dans quel ordre? Est-ce que c'est un modèle que je connais déjà? Je vous dis ça aisément, on a créé Rubato pour ça. Donc c'est comment on crée des séquences de suivi qui se répètent sur chaque dossier qui se ressemble. Le fond du dossier n'est jamais le même. Les suivis, si vous en avez 10 dans votre cabinet, vous êtes dans le haut de la frange. Les types de suivi, c'est toujours les mêmes. Et j'aimerais que quand je fais ça 3 jours après, puis 1 jour après, puis 15 jours après, puis etc., et que ça se fasse tout seul. Ah ouais, et le jeu est là en fait. Si on organise sa productivité, naturellement, on va facilement pouvoir se dire, si je veux que mon dossier soit suivi comme ça, je ne peux pas demander plus que ça au forfait, mais je ne peux pas demander moins que ça, sinon je ne suis pas rentable. En volume d'heures estimé en production, j'ai tant. Je ne facture pas toutes mes heures, parce que je ne sais pas si vous facturez à 180, 150 ou 250 € de l'heure. Si vous faites du 1 pour 1, votre client part. Personne ne le dit, tout le monde le sait. Ok, la moyenne nationale française, il y a 1 heure sur 4 de facturé. Ok. Donc si déjà on se rappelle, on approche du 1 heure sur 2, le 90 balles de l'heure, et là je compte toutes mes heures, mais côté client, quand je le présente à l'heure, c'est 180 €, mais je diminue mon volume horaire par 2, est crédible et reste rentable. Faut juste pas oublier cet écart-là, quoi. Et une fois qu'on l'a là, ok, on peut donc travailler au temps horaire et lui dire, vous me dites, il y a un forfait, ok, mais j'ai du mal parce que comme ça varie beaucoup, j'ai du mal à budgéter le temps que je vais y passer d'un dossier à l'autre. Rien n'empêche de se dire, je travaille au temps réel, mais je lui ai dit, je prévois tant d'heures sur la recherche. Si ça bouge, il n'y a que cette carte-là qui bouge. Tout ça, je suis capable de l'assurer. Tout ce qu'il y a autour, je suis d'accord. Le temps de découverte du dossier, là par contre, je ne peux pas le faire au forfait. C'est la seule sortie que j'ai qui sera au temps réel. Et tout le reste est budgété dans un forfait. Il y a un forfait suivi et il y a un réel expertise sur la découverte du dossier. Et comme ça, vous diminuez très largement les risques. Ça ne change rien. Il faut juste être capable de compter ce que vous allez mettre dans le forfait. Et je sais que ce n'est pas très agréable. Nous, chez Rubato, on parle de 5 familles de tâches. Il y a ce qu'on a appris à la fac, le syllogisme juridique, ce que vous me disiez, la temps, recherche des pièces, lecture, analyse par rapport à la jurisprudence, le temps de travail, etc. Donc ça, on ne bougera pas. En 2, il y a un calendrier. Que vous interveniez pour un particulier qui a eu un redressement, donc vous avez des délais à tenir, ou que ce soit quelqu'un qui veut faire de l'optimisation, de la réflexion, de l'amélioration, il a sa date de déclaration à faire. De toute façon, il y a une date de fin. Ça va vous créer un rétro-planning. On en fera ce qu'on veut, mais on peut jouer avec l'élastique, et à un moment, soit il pète, soit on s'est fait mal à un moment ou à un autre. Il faut que ça sorte à l'heure dite. Donc, on a un calendrier. Après ça, on sort de la fac, on rentre vraiment en mode entreprise. Gestion de projet interne.
Quand est-ce que je fais ma recherche? Pour écrire mon projet quand? Pour le relire quand? Pour l'envoyer quand? C'est pas très long, hein. Mais si c'est pas écrit, il y aura toujours une urgence qui poussera la précédente et ce sera pas fait à l'heure. Donc on se retrouve dans l'urgence, ou le soir, ou avec un client qui nous appelle et qui nous bouffe 20 minutes ou une demi-heure juste parce qu'on a oublié de lui envoyer comme prévu la semaine dernière. Il n'y a rien de grave sur son dossier, sauf que nous, c'est un dossier parmi tant d'autres. Lui, il dort avec. Donc à un moment, il vous rappelle. Donc, gestion de projet interne. Après, gestion de projet externe. Si j'ai bossé et que j'ai dit que j'avais fait mon projet, que j'ai la validation de mon client, est-ce que je m'assure bien que je lui ai envoyé? Est-ce que je m'assure bien que 5 jours, 7 jours après, je vérifie que j'ai son retour? Sinon, je le relance. Si j'ai une note de du service des impôts, parce que je dois leur parler, parce que je dois faire ceci ou cela avec eux, j'attends un retour de leur part, une appréciation, je ne sais quoi, quelle date j'ai envoyé, à quelle date ils m'ont promis une réponse, est-ce que je les relance, comment ça va se passer? Il y a d'autres parties prenantes, parce qu'on a la SCI familiale qui partage, etc., machin, qu'on a le retour de je sais pas qui qu'on attend pour savoir ce qu'on doit rentrer. Et comme il y a du locatif, bah, du coup, il nous faut le retour de l'agence immobilière, parce que sans ça, on n'aura pas les infos. Ok, est-ce que j'ai envoyé le mail? Est-ce que 7 jours après, je suis sûr de pouvoir checker, je l'ai, je l'ai pas. Si je l'ai pas, je relance. Et au milieu de ça, tout l'administratif. L'envoi de ma convention d'honoraires, la validation, le retour des pièces reçues, etc. Ça fait pour nous 5 familles de tâches qui doivent être mises dans l'ordre pour créer un système de suivi. Nous, on appelle une séquence. Une fois qu'on a tout ça, ça devient facile de dire, bah ça me prend 5 minutes, ça c'est un quart d'heure, ça c'est 1 heure. La seule variable devient la tâche recherche a priori. Bah, selon ce que vous me donnez, selon le cas d'espèce, mon cas pratique, je vais mettre 1 heure ou 5 heures à bosser techniquement dessus. Mais tout le reste, c'est pas très long. Je suis capable de le dire. Vous êtes capable d'écrire un forfait et d'écrire une variable. Ou de tout passer au temps réel. Ou de tout passer au forfait en vous disant, bah, sur les 30 dossiers à l'année que j'ai, si je mets un forfait à temps, il y en a où je vais bouffer un peu de temps parce que j'aurais passé 5 heures au lieu de 3, qui est le taux moyen que j'ai mis dedans. Mais il y en a sur lesquels je vais passer qu'1 heure, du coup j'ai gagné 2 heures. Si je suis à la moyenne, tous mes dossiers ne sont pas aussi rentables, mais à la fin de l'année, je suis bon. Donc pour compter ça, il faut avoir compté tout le reste. C'est pas tant un problème de facturation que de adapter la facturation au modèle de production qu'on a choisi. Donc il faut déjà savoir ce qu'on va faire et le temps réel qu'on y passe. Après, si on peut n'en facturer qu'1 heure, enfin, façade client, on peut ne facturer qu'1 heure sur les 4 que ça nous a pris et que le modèle reste rentable, depuis vous avez en plus un prix agressif sur le marché. Très bien. Mais il faut être sûr que vous ne retrouviez pas à la fin du mois à vous dire c'est marrant, j'ai que des factures, il ne reste plus rien. Donc il faut bien avoir tout compté. Tout le petit temps de travail de suivi de l'information, de elle est où, est-ce que j'ai reçu ce qu'il me faut pour pouvoir passer à la phase suivante, c'est des quarts d'heure qui s'envolent. Donc c'est des heures qui disparaissent. Dommage qu'elles ne soient pas facturées ou qu'elles ne soient pas prévues dans le forfait. Ou en tout cas, qu'on le sache. Si c'est pas facturable parce que ça rend un forfait qui est inaccessible sur le marché, parce que c'est trop cher, bah, on se met au prix du marché, mais on regarde comment on peut automatiser tout ça. Comment je peux passer moins de temps à faire ça si c'est ce qui bouffe ma rentabilité? Ça se prend des deux côtés. Soit ça me permet de monter mon prix et de l'expliquer, soit je sais à quel endroit je dois faire un effort pour être plus rentable. Donc arrêter de perdre du temps. Okay, donc le choix de la facturation. Ils sont tous bons. Moi, je pars du principe qu'il faut plusieurs modèles de suivi selon votre dossier. Il y a quelqu'un qui est à l'IS, quelqu'un qui fait sa première déclaration, parce qu'il y a une, je sais pas, il y a une succession, c'est la première année où il veut regarder un peu ce qui se passe en fiscalité. Si c'est une entreprise qui veut faire de sa déclaration externalisée parce qu'il y a du CIR, du crédit impôt INO, du je sais pas quoi, ce sera pas le même suivi tout à fait, il n'y a pas les mêmes intervenants. Donc vous devez avoir des modèles de suivi par type de dossier. Une fois que vous avez ça, votre client arrive, je sais que je vais le traiter comme ça, j'estime le temps à passer en recherche, ok. Du coup, je le mets dans quelle convention d'honoraires? Dans quel modèle de facture? Et là, j'ai 3 types de conventions d'honoraires prêts
selon les 3 formats si vous utilisez les 3. Si vous n'utilisez pas le résultat, pas de problème, il n'y en a plus que 2. Si vous en utilisez un hybride, comme je le disais là, très bien. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on a une autre version de la convention d'honoraires qui reprend toutes les bases, mais au point de vue de la facturation, qui introduit la notion de résultat? Parce qu'il y a un truc exceptionnel, parce qu'il y a une inconnue réelle qui pourrait tout changer pour le client, vous voulez en garder un bout à vous, etc., etc. Pourquoi pas? Mais au lieu de tout mettre dans une convention fourre-tout qui fait 17 pages, choisissez les différents formats de facture que vous avez pour après dire, je prends ce modèle de suivi-là, avec cette facture-là en face, et je sais qu'elle se relie comme ça. Et du coup, si je suis ce que j'ai dit, je reste rentable. Parce que je compte qu'une heure sur 3 et pas une heure sur 2, mais à la fin, je prends 10% du résultat de l'optimisation. Ok. Vu le volume d'optimisation estimé, pas de problème, je serai rentable. Ok? Donc c'est vraiment que de la correspondance. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si vous avez des questions dessus, mais pour moi, c'est le premier truc. On choisit sa facturation. Quel type de facturation? N'importe lequel, tant qu'il est bien relié à la productivité. Et on commence par bosser sa productivité. Ok, c'est comme une disserte, ou un examen à la fac, ou un dossier. Je commence par bosser les pièces, avant de voir la stratégie, avant de voir ce que j'écris. C'est pareil. Je commence par bosser mes pièces, recevoir mon client, pour dire, ok, je vais le traiter comment? Pour écrire la bonne convention d'honoraires, selon les modèles qu'on a, on choisit la bonne, et après on l'envoie au client pour négocier le prix. Ok. Au moins, on sait ce qu'on veut faire. Du coup, s'il vient négocier, on lui dit, ok, mais si moi vous négociez le prix, ça veut dire quoi? Que je diminue le temps à y passer? Donc vous aurez moins d'expertise. Où est-ce qu'on peut gagner du temps? Mon modèle de suivi, un peu de gestion de projet est prêt. Si vous me dites que ça prend moins de temps, je ne peux pas payer ce prix-là, ça veut dire qu'il faut que ça me prenne moins de temps. Si ça me prend moins de temps, où est-ce qu'on peut gagner du temps? Vous me filez toutes les pièces en une fois et pas en 3. Et comment on travaille avec le client pour avoir ce gain de temps, sans que vous perdiez de rentabilité. Je ne vais pas dire que je ne compterai pas toutes mes heures, si je perds des heures, vous me faites gagner du temps, mon cher client. Donc comment on s'organise pour que j'y passe moins de temps? Qui maintient votre taux de marge. Je garde la rentabilité du dossier. Ça me prendra moins d'heures, ouais, mais je gagnerai autant à l'heure. Donc c'est bon. Ok. Naturellement, ça m'amène au deuxième point. Quel rythme de facturation? Ça dépend un peu des conventions d'honoraires, justement, et du choix que vous avez fait. Mais pour moi, l'écueil actuel de la profession, c'est de ne pas assez facturer, pas assez souvent. Donc ce ne sont que des gros paquets. Avec le risque qui vous est probablement arrivé, moi qui m'arrivait, du contentieux immobilier, ça m'arrivait. J'annonce 8000 en début de dossier. Il y a tellement d'urgence et tellement de trucs à faire sur le dossier que je ne facture pas vraiment entre les deux. Fin de dossier, au temps passé, je devrais facturer 16, le double. J'ai déjà un client qui me disait, dis non, vous vous payez un peu les gars, ouais. Je dois lui faire passer le double. Je fais comment? En général, on se dit, bah ok, je peux pas tout lui passer, je vais lui dire que je devrais facturer 16 pour essayer de faire passer 12. Et dans les courses, pour lui, vous êtes cher une fois au début, et vous êtes inaccessible après, sachant que c'est pas lui qui est le compteur, vous essayez quand même de lui mettre 4000 de plus. Donc c'est hyper décevant. Vous faites un effort de 4000 balles, et lui vous dit, vous vous rendez compte, vous m'en demandez 4000 de plus. Donc personne n'est satisfait. Parce qu'encore une fois, on ne suivait pas assez bien, je trouve, le temps de production, donc nos estimations étaient fausses. Et après, essayer de passer le 1 pour 1, ça passe pas. Donc, comment facturer en petits paquets? Et là, ça dépend un peu de la relation client que vous voulez mettre en place. Est-ce que vraiment il y a une facture de provision? C'est-à-dire commencer par me payer, on verra après. Pourquoi pas? Il y en a qui le font pour forcer leurs clients à se rendre compte que ça va être payant. Ok. Ça, c'est un vrai choix personnel. Il y en a d'autres, moi je suis un peu de cette famille-là. À chaque fois que j'ai écrit et produit quelque chose, je demande la facture qui va avec. Ça fait des petits morceaux, mais je suis sûr qu'il y a des petits morceaux réguliers. Ça aura en plus l'intérêt pour mon entreprise de ne pas me créer trop de trésorerie. Même si c'est des petits paquets sur plein de dossiers, je sais que tous les mois, il y a des trucs qui vont tomber. Je ne vais pas attendre que mes 5 dossiers s'arrêtent au mois de juin
pour avoir 50 000 balles qui rentrent d'un coup, alors que ça fait 3 mois que mon banquier me relance en me disant « Dis donc, il n'y a plus rien sur le compte, maître !» C'est assez monnaie courante. Donc des petits ensembles, mais on choisit, et on l'intègre, on choisit le moment où on le fait. C'est après avoir envoyé le rescrit fiscal, c'est après la consultation d'opportunité, et c'est pas la validation par le client, hein. Non, c'est j'ai écrit ma consultation, je vous envoie la facture, et les correctifs qu'il y aura par rapport à votre retour, ce sera la facture suivante. Si j'ai besoin de correctifs, s'il n'y en a pas, très bien, on enlève une facture. Je n'ai donc rien de plus à vous corriger. Donc je n'ai rien de plus à vous facturer. Je n'ai rien corrigé. D'accord? Donc ça veut dire vraiment mettez-vous à la place de votre client quand vous êtes allé voir, je sais pas, une prestation de service, vous êtes allé voir une agence web pour faire votre site, vous êtes allé voir, je sais pas moi, un architecte pour faire des travaux dans votre maison, vous êtes allé voir les presque équivalents, vous êtes allé voir un expert comptable pour voir quels étaient les indicateurs que vous deviez prendre en compte pour votre installation en septembre. Comment a-t-il facturé? Par mois, au début, au milieu, à la fin? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Qu'est-ce que vous avez trouvé désagréable? Essayez de partir à vos clients ce que vous avez trouvé désagréable. La grosse facture à la fin, dont on n'a pas maîtrisé le volume, elle n'est pas très plaisante. Pour personne, hein. Pour nous non plus, hein. Le site internet, oui, ça devait être un petit site à 5000, ouais. Mais finalement, vous m'avez demandé de faire ça et ça et ça, donc en fait, j'y ai passé tellement plus de temps que ça vaut tant. Ah bah, si on m'avait dit que ça allait coûter tant de demander le petit menu déroulant un peu joli qui se bouge tout seul, je l'aurais peut-être pas fait. C'est un peu la même chose, hein. C'est exactement la même idée, hein. Donc, remettez-vous en position d'acheteur, vous allez voir qu'il y a des moments où on est prêt à payer, que ça a été fait, ça a été livré, ça a été produit. D'autres, c'est moins facile. Ou alors, si on est au résultat, comment on s'assure qu'on a bien passé tout le forfait avant pour n'avoir que la variable du résultat? Il y a des clients qu'on accompagne qui bossaient beaucoup au résultat. Au résultat, ils étaient surpris d'avoir des gens qui ne payaient pas. Mais si le résultat est mauvais, vous allez leur dire, déjà, c'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait, mais je vous en pique un bout. Et en plus, il y a ce qui reste du forfait. Je vous le pique aussi. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont gagné, c'est pour vous. Assurez-vous que tout le forfait, je reprends l'exemple de ce qu'on imaginait tout à l'heure, un forfait sur tout ce qui est suivable et une variable au temps passé sur le début, sur le travail de stratégie. Assurez-vous qu'il y a un résultat lié à ça à la fin, que tout ce qui était au forfait a été facturé avant qu'on arrive au résultat. Pour pas qu'il ait l'impression que vous lui piquez tout ce qu'il a gagné. Ok? Donc à quel rythme? Là, c'est pour moi le rythme, on devrait baser la facturation sur la relation client. Parce que quand je vous disais, rappelez-vous, quand vous avez été client acheteur comme c'est désagréable, bizarrement, vous vous mettez à vous marrer en disant, c'est vrai que c'est pas toujours plaisant. Bah, si on anticipe et qu'on se met à leur place, on verra à quel moment c'est facile de faire passer des petites factures en facturant régulièrement. Ça fait le même montant à la fin. Sauf qu'il n'y a pas un chèque de 10 000 qui rentre, il y en a 4 de 2500. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots. Dernier point, comment on assure l'encaissement? Alors facturer, c'est bien. Il y a plein d'avocats qui ont du mal à être rentables parce qu'ils oublient de relancer leurs factures non payées. Ils le font une fois par an. Et 8 mois après, la situation économique de l'entreprise a changé. Le particulier donne plus signe de vie et fait le mort. Ça devient des ordonnances de taxation. Ça devient un truc. C'est juste parce que l'avocat n'a pas été précis ou rigoureux dans le suivi de son encaissement. Donc, il y a des systèmes informatiques qui permettent d'automatiser les relances. Est-ce que vous en aurez besoin? Vous verrez bien. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on conseille, nous, chez Rubato, à nos clients, c'est d'inclure les factures et les dates de « j'ai bien reçu le paiement, sinon je relance » dans la chaîne de tâches à produire. Donc, ça fait partie intégrante d'un dossier. Dans ma 5e famille de tâches administratives. Et vous avez X heures par dossier à passer sur ce suivi de « oui, j'ai bien envoyé, oui, ça a bien été payé, oui, j'ai le rapprochement bancaire, non, ça n'a pas été payé, je relance, et peut-être que j'envoie un mail et que j'appelle le client en même temps pour savoir s'il y a une difficulté. » Je ne laisse pas le truc du bas. Oh, donc il me paiera la semaine prochaine. Non. On a dit 7 jours. Vous lui avez expliqué au début que vous attendriez ça comme rythme de sa part. Si c'est pas fait, vous allez le voir. C'est une espèce de cohérence et de rigueur globale. Si vous êtes rigoureux sur ça, ça veut dire que vous êtes rigoureux sur le reste. Si vous n'êtes pas rigoureux sur ça, est-ce qu'on est sûr que vous êtes rigoureux sur les arguments juridiques que vous manipulez? C'est purement de la relation client.
et en même temps, un bon moyen de créer de la recommandation. Parce que que vos clients disent, au moins avec lui, on sait combien ça coûte, c'est dit au début, on sent qu'il le suit, il est hyper carré, autant sur le suivi administratif que sur le droit. Et quand on arrive à la fin, il n'y a pas de surprise sur la dernière facture. En plus, ça m'est arrivé d'oublier, il m'a gentiment relancé, ça a été fait chez lui, il n'y a pas un fil qui bouge, tout est carré. Point de vue reconnaissance, notoriété ou recommandation potentielle, il n'y a pas mieux. Hein. Je compare à mon exemple de la convention honoraire fourre-tout que j'ai pas lu, elle est trop compliquée. Pour finalement avoir une surprise d'avoir 4000 balles de plus à payer en plus de mes 8000, tout en me faisant presque engueuler parce que si je savais, moi, non-avocat, qu'en fait ça vaut 16 000 et que déjà il me fait un cadeau en me demandant 12, j'ai pas je vais pas le voir de la même manière. Hein. Et ça change toute la relation avocat-client. Juste parce que vous avez pris le temps d'organiser vos modèles en amont. Au point de vue rentabilité, nous, on a fait la démonstration que investir sur des modèles, ça fait gagner énormément de temps. On est à 3 heures par semaine et par avocat en moyenne, de temps non perdu. Parce que répliquer ces modèles, on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois qu'on ouvre un dossier. On n'a plus peur de se demander où en est le dossier, puisqu'on l'a intégré et qu'on sait que dans ce modèle-là, il se passe ça, il se passe ça. Tous les dossiers rentrent dedans. Donc, tous les jours, on sait ce qu'on a à faire sur tous les dossiers. Donc, on arrête de perdre. Vous avez passé combien de temps ce matin à faire votre liste de je dois faire quoi, dans quel ordre, sur quel dossier, avec quelle priorité? Ça vous a pris combien de temps? Pour ma part, Ouais. Je l'ai pas fait ce matin. Non, j'ai attaqué bien en tête. Mais oui, c'est sûr que je l'ai fait. Il y a pas. Enfin, je le fais pas tous les jours, mais je le fais assez régulièrement dans la semaine. Et pour le coup, oui, ça nécessite de se redérouler tous les dossiers, et savoir où on en est. Ce que vous disiez, là, Ça prend combien de temps par semaine? je relance pas. Voilà. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Ouais, 1 à 2 Plusieurs heures heures. par semaine. Plusieurs heures. Ouais, je dirais ça. Ouais. On a créé un outil qui l'automatise, hein, sachez-le. Hein. Que tous les matins, vous arrivez, vous avez votre to-do list automatisée qui remonte, quelle que soit la nature des tâches. Le autant il y a à facturer là, que là je dois écrire pour dans 3 jours, que là il faut que je relise pour renvoyer, et tiens, j'ai pas reçu le paiement, il faut que je le relance. Tout remonte de la même manière, et vous le priorisez comme vous voulez. Parce qu'on a créé ces fils de suivi qui font que un dossier c'est facile. Hein. Le problème c'est savoir sur les 50 dossiers, lequel en est où. Et ne rien oublier. Parce que ce matin vous êtes parti bille en tête, peut-être parce que vous êtes réveillé cette nuit, en vous disant « Ouh là là, et le dossier machin, là, faut que ça avance ». Hein, voilà, tiens, comme par hasard, boum, on est dedans, donc on fonce dedans. Mais si jamais le vrai dossier puant, c'est pas celui-là qui est pour dans 3 jours, c'est un autre que vous avez oublié qui est pour ce soir, quand vous allez le redécouvrir à 15 heures, il faudra quand même le sortir pour ce soir. Hein. Parce que on a oublié dans les cabinets d'avocats d'organiser notre productivité pour pouvoir anticiper. Sur un dossier, donc sur 10, donc sur 50. On ne sait pas ce qu'approche. Dossier un par un, on sait. Hein. Mais comme aucun ne commence en même temps, qu'ils n'ont pas tous le même rythme, et que potentiellement le client nous a négocié ça ou ça ou ça, donc on ne va pas le traiter vraiment pareil, à chaque fois qu'on ouvre un dossier, il faut commencer par passer 10 minutes à se demander ce qu'on a produit, on en est où et ce qui va se faire. Donc à chaque fois, avant même de bosser, on perd 10 minutes. Vous avez combien de dossiers en cours pour vous? Combien de dossiers en cours pour le cabinet? 10 minutes à chaque fois, plus la priorisation qui vous prend plusieurs heures par semaine, il y a manière à économiser. Hein. Franchement, on peut faire mieux. Mais là, on en revient à ce qu'on disait. À quel moment vous perdez du temps? Donc, quelle est la part sur laquelle je dois investir, quitte à acheter un outil, pour que cette part de 5 ou 10 heures par semaine devienne 2 ou 3. Et que je me gratte 2, 3, 4, 5 heures toutes les semaines à autre chose. Avec en plus moins de stress, donc une meilleure relation client, donc une facturation qui est plus régulière, donc un meilleur encaissement. Donc, la facture, c'est le nerf de la guerre, mais c'est le résultat du reste. C'est la partie visible de l'iceberg, la facture. Tout le boulot de structuration, il a été fait avant, et il est sous le niveau de l'eau.
Donc sur les 3 points, quel type de facture? Ils sont tous bons, à condition qu'on ne l'ait pas fait pour faire joli, mais qu'on ait réfléchi au temps que ça va nous prendre pour trouver une clé de correspondance et adapter notre modèle de suivi et notre modèle de facture. Ok. Deuxième, à quel rythme? C'est purement la relation client. Chez Rubato, on a un petit faible pour à la fin de chaque livrable. On paye, et s'il y a un honoraire de résultat, il faut que tout le forfait soit passé avant le résultat. Tout ce qui n'est pas lié au résultat doit être facturé avant le verdict. Et en 3, encaissement. L'encaissement est aussi important que votre rédaction. C'est une tâche aussi importante qui ne peut pas être reportée à demain. Parce que c'est l'espèce de clé de cohérence entre le devis, les factures intermédiaires et le montant global à l'arrivée. Si tout est carré, ça crédibilise votre expertise juridique, bizarrement. Parce que ça rend hyper pro l'ensemble de la prestation. On ne peut pas se dire que quelqu'un qui est désorganisé va soudain devenir le plus vertueux quand il fait du droit. Ça se voit. Donc être carré jusqu'à l'encaissement, parce que ça crédibilise toute la chaîne et votre expertise avec. Et on est dans les temps. Pareil, crédibilité, on vous a dit 45 minutes, il me reste 5 minutes pour répondre à une question. Vous avez du bol, vous êtes seul cette fois-ci. Donc ça va être le retour de week-end. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont motivés. Il faudra que j'aille chercher les autres confrères et consoeurs qui s'étaient inscrits. Mais on trouvera ça. Du coup, est-ce qu'il vous reste une question liée à ça? Ou, puisqu'on est que tous les deux, enfin Rubato plus vous, une envie, un conseil sur votre cas? Oui, bah, c'est sûr que je suis preneur. Alors moi, pour l'instant, je suis pas vraiment organisé, hein. J'ai pas tous les outils. Je vais devoir concevoir mon modèle économique. Bon, aujourd'hui, je m'appuie sur un service administratif, hein. Il y a une assistante, un standard. Là, demain, je vais être vraiment l'individuel à son compte. Donc, c'est vrai qu'il va falloir que je pense global. Mais c'est vrai que la facturation, ce n'est que la résultante d'un modèle en fait économique à définir. Donc moi, je pense que je vais en effet passer pas mal de temps sur l'administratif au début, pour déjà voir là où est le temps passé, et puis ensuite voir sur quoi investir pour gagner du temps. Mais c'est vrai qu'il y a un temps d'administratif. Là, par exemple, aujourd'hui, c'était pas un dossier en urgence que j'avais à traiter, mais pour le coup, des démarches liées à mon installation. Donc, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière, parce que recherche de locaux, etc. Donc, c'est vrai que là, ça demande du temps en plus du reste. Mais c'est un investissement de temps, là, pour le coup. C'est pas vraiment un rythme de croisière. Donc, mais c'est vrai que là, ce que vous disiez, pour le coup, sur le temps passé sur un dossier, il y a des choses à automatiser. Et Rubato, du coup, qu'est-ce que vous proposez? Du coup, l'automatisation des tâches, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Justement, on écrit les modèles. Du coup, les modèles. Ouais. On a des modèles qui existent, Mais c'est qui ont été écrits par des confrères ou des consoeurs. Ouais. Et après, vous pouvez les personnaliser pour vous. Donc du coup, un dossier qui arrive, typiquement, moi, la première question qui me vient, un dossier en urgence, c'était un dossier client en urgence ou c'était vos locaux? C'était par exemple mes locaux, je m'étais fixé un rétro-planning, il fallait que je fasse ça aujourd'hui, donc voilà, j'ai lancé mon truc aujourd'hui, quoi. Ouais. Il fallait que ça sorte. Et bon, après, c'est... Voilà, c'est très bien. Mais c'est très, Faut être carré, quoi, moi, dans le temps. Ouais. Et c'est là, rigueur. c'est le côté, c'est la casquette d'entrepreneur plus que d'avocat. Si je veux être prêt dans les temps, il faut que ce soit fait. De la même manière, ce cher entrepreneur qui prépare l'ouverture de son premier établissement, qui sera peut-être son siège social aussi, ouais, vous, comment il va traiter son premier dossier? Bien. Les premiers dossiers, c'est... Comment? comme j'ai l'habitude un peu de le faire aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va donc se vous faire avez déjà des modèles. Donc vous avez déjà des modèles. Oui. Ils sont juste pas écrits. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive avec Rubato, vous allez tout écrire, vous allez écrire tout au process, mais je dis, oh là 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 là, mais ça me demandait un boulot de dingue. Non, non, non.
La nature a horreur du vide. Comme pareil, vos pièces sont stockées quelque part, même si c'est papier dans un placard, elles sont bien quelque part. Donc il n'y a pas de rien. Vous savez déjà que vous aimez faire un premier rendez-vous avant de prendre les pièces, ou alors d'autres préfèrent attendre d'avoir les pièces pour caler le premier rendez-vous. D'autres disent, moi j'aime bien ma convention d'honoraire dans les 7 jours qui suivent. D'autres disent, non, moi elle est partie avant le premier rendez-vous, et il faut qu'elle soit signée pour que je leur prenne un rendez-vous, sinon je ne vais pas être payé d'un truc que j'ai fait. Les deux sont bons, ça m'est égal, mais vous avez déjà une façon de faire. Après ça, vous aimez revenir vers vos clients combien de temps après pour une première consultation d'opportunité? En mode standard. Hein. Partez pas dans le oui, mais dans les cas où il arrive que parfois... Le principe, c'est de standardiser. Donc, on prend 80% d'habituel. Les variables, on les adaptera avec le client s'il y a une urgence. Mais l'urgence de votre dossier arrive au-dessus de la pile, oui, ça coûte combien? Et vous me faites bosser le soir ou le week-end, ou vous me faites bosser à la place d'autres dossiers, il va falloir que je dise aux autres clients que je les recontacterai la semaine prochaine et pas cette semaine parce que j'ai une urgence qui m'est tombée sur le nez. Oui, vous me demandez d'imputer votre urgence sur le dos des autres. Donc moi, c'est ma relation client avec les autres que vous forcez à évoluer. Donc ça se paye l'urgence. Vous voulez pas d'urgence? Ok, pas de problème, le dossier sera aussi bien traité, mais sous cet espace-temps, là. Ça, vous les connaissez, ces réponses-là. Il faut juste les écrire. Dans l'ordre, vous faites comment? Votre dossier de rectification fiscale, vous le traitez comment? Aujourd'hui, moi je reçois la personne généralement en rendez-vous, donc que ce soit direct, une réunion voilà, physique ou voire téléphonique, hein, pour les gens qui sont un peu loin. Ouais. J'essaie de privilégier le rendez-vous physique, et puis ensuite, ça me permet de prendre un peu l'étendue du dossier. Généralement, j'aime bien avoir quand même donc la personne vient avec les pièces. Moi, j'ai remarqué que l'étude des pièces avant, ça prenait du temps, c'était pas forcément valorisé auprès du client. Parce que des fois, on reçoit des études de 100 pages, enfin des propositions de rectification de 100 pages, et en fait, on va la parcourir même en diagonale, mais on va se poser des questions. Mais en fait, finalement, on commence à pré-traiter le dossier, et ça, c'est pas vu par le client en réunion. Donc, c'est vrai que maintenant, ce que je préfère faire, c'est dire, vous venez, moi, je vais y passer 1 heure avec vous, mais au moins, je vais parcourir, découvrir, prendre le risque de découvrir, et peut-être passer pour... voilà, peut-être plus donc prendre des éléments de contexte, écouter. Quand je vous dis que vous avez déjà un process, oui, vous venez de me dire l'ordre dans lequel vous le faites, votre premier rendez-vous est calibré, votre process est calibré avec un rendez-vous qui est calé à 1 heure, donc vous êtes autant en train de me parler de votre organisation que du temps que vous avez fait de production. Par contre, la question qui va peut-être vous fâcher, je m'en excuse. Il est écrit où ce process pour qu'on le réplique à chaque fois? Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Et pour pouvoir mesurer en fait, est-ce que c'est bien 1 heure ou est-ce que c'est 1h15? C'est pas écrit. Et pour le dire au client en disant c'est un rendez-vous d'1 heure, et comme ça, à 1h moins 10, je lui dis, les mecs, ça fait 50 minutes, dernière question, parce que là, après, j'ai un autre rendez-vous qui enchaîne. Il suffit juste d'appliquer ce que vous faites déjà, mais de se dire, ok, je le rigidifie pour pouvoir m'appuyer dessus. Quand je négocie avec mon client, telle date, telle date, telle date, je me fais pas juste des rappels sur Outlook, parce que s'il y en a un qui bouge, il faudra que je les retrouve et que je décale les autres. Comment je l'écris? Ok? Et je sais que mon modèle, il prend toujours le même chemin. Donc quand le matin, j'ai ma to-do list qui approche de j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, on sait exactement où on en est dans le dossier. C'est exactement la logique de Rubato. Si j'ai écrit un process, j'en ai 5 différents selon les types de dossiers que je suis. Peu importe le fond du dossier, hein. J'ai 5 façons de suivre selon les 5 problématiques récurrentes que j'ai. Ok, j'ai 5 modèles, sauf que mes modèles, sur un dossier, je vais bouger que ce dossier-là parce que le client m'a demandé ça, il y a une intention particulière, il y a un truc particulier dans le dossier, mais n'empêche que 80% de mon modèle était vrai. Hein. Et la machine calcule toutes les dates. Vous en bougez une, ça bouge les autres. Donc automatiquement, votre dossier devient vivant et vous suivez votre dossier immédiatement. Donc tous vos dossiers. Donc si on dit aujourd'hui 9, il y a quoi à faire? On allume Rubato, ça me sort tout ce qu'il y a à faire le 9. Parce que c'est la machine qui gère toutes les échéances de tous les dossiers. Donc elle nous sort le 9. Affecté à Edouard, il y a quoi? Edouard, il a ça aujourd'hui à faire. Terminé.
Vous aurez une assistante? Ok, vous affectez les tâches à votre assistante. Elle aura sa to-do list de elle a ça à faire aujourd'hui. Ok, super. Et on gagne entre 2 et 3 heures par semaine.